Wilson Henley, le messager du malheur. Sa job est d'annoncer des mauvaises nouvelles. Vous avez roulé sur le chat de la voisine et vous n'osez pas lui dire. Vous avez trompé votre partenaire et vous ne savez pas comment lui en parler. Vous avez un décès à annoncer. Le messager du malheur s'occupe de tout. Il annonce même les pires nouvelles. Il y a une raison pourquoi c'est l'homme le plus détesté au Québec. Tout va bien et les affaires sont prospères jusqu'au jour où il fait la rencontre de Rémi, un homme âgé et malade, qu'il l'engage pour retrouver sa fille et lui annoncer sa mort imminente. La mission aurait dû être facile, mais tout ne se passe pas comme prévu. Bonne écoute. Scène 1. Deuil dans l'église. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'église soit si pleine. En ouvrant l'immense porte de bois vieillie, je sus immédiatement que j'arrivais au bon moment. Toutes les têtes pivotèrent vers moi. Au moins 200 personnes remplissaient les bancs de la nef. À l'autre bout de la salle, centré en face de moi, se tenait un prêtre, un homme cherchant à se marier et un garçon d'honneur, tous très bien habillés pour l'occasion. Des demoiselles d'honneur étaient aussi présentes, fébriles et émotives. Tout le monde me fixait avec infinie curiosité. Certains fronçaient les sourcils, un peu de réprobation dans le regard, alors que d'autres semblaient se perdre en confusion. J'arrivais exactement au moment où la mariée aurait dû monter le long couloir jusqu'à son amoureux. Hélas, cela n'allait pas arriver, pas aujourd'hui en tout cas. Personne ne le savait encore, mais la cérémonie allait se terminer très abruptement dans quelques instants. Je pris une profonde inspiration puis avançai avec conviction vers l'autel. J'entendis la porte se refermer derrière moi. Le bruit incessant de la rue Sherbrooke disparut avec les rayons du soleil. C'était une magnifique journée de juin à Montréal et je n'avais pas le goût de venir m'enfermer dans une église. Au moins, je n'allais pas dans le confessionnal. J'ai beaucoup trop de choses à confesser. En me reconnaissant, le prêtre ferma son livre archaïque et abandonna immédiatement le futur marié. Ce dernier regarda l'homme de foi disparaître derrière un pan de mur, comme une souris. Des murmures et des commérages, chuchotés, commencèrent à se faire entendre. J'arrivai au bout de l'allée et je m'arrêtai devant celui qui aurait dû devenir un époux. Je pouvais lire sur son visage un mélange hétérogène de peur, de questionnement et de surprise. Il ne me reconnut pas, alors j'ai décidé de me présenter comme je le faisais que très rarement. La salle se tut lorsque j'ai commencé à parler. « Bonjour, j'arrive au bon moment, je vois. Je parle bien à Martin qui devait épouser Stéphanie? »« C'est moi? T'es qui, toi? » me lança-t-il d'un ton nerveux. « Simon, messager du malheur. » À ces mots, une des demoiselles d'honneur perdit connaissance et s'effondra au sol comme une guenille. Des gens de la foule se mirent à bavarder et à s'exclamer. Le garçon d'honneur se précipita à aider la jeune femme, inconsciente sur le plancher de l'église. D'autres le rejoignirent. Aucune lumière n'alluma dans les yeux du fiancé, alors j'ai continué mon message. « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, » l'informai-je sans détour. « Quoi tu parles? Décalé, c'est un mariage ici. » J'ai vu dans son regard beaucoup de confusion, mais surtout de l'irritation. J'ai décidé de vider mon sac d'un coup, espérant quitter l'église au plus vite. Stéphanie va pas venir. Elle est profondément désolée. Elle se sent vraiment mal. Elle fait dire qu'elle t'aime encore et va toujours t'aimer, mais elle est pas prête à faire une vie avec toi, pas maintenant. Elle a besoin d'espace et de temps, de goûter à autre chose un peu. Comme tu dois le savoir, elle t'en a sûrement déjà parlé, depuis toute petite qu'elle rêve de visiter l'Afrique. Faire un safari dans la grande savane avec les lions, les girafes, tout ça. Ce matin, elle a fait la réalisation qu'elle pouvait pas se marier et faire des enfants avant d'avoir vécu toutes les aventures qu'elle voulait vivre. Elle s'en venait ici, mais finalement a choisi l'aéroport. En ce moment même, elle embarque dans l'avion. Il est peut-être même déjà décollé du tarmac. Aucune idée, mais c'est ça qui est ça. Les carottes sont cuites, comme on dit. Elle va faire le voyage qu'elle a toujours voulu faire et revenir un jour. Elle s'attend pas à ce que tu sois encore là à son retour ni que tu la pardonnes. Elle sait que tu l'aimes et elle regrette de pas pouvoir te donner plus, de pas pouvoir complètement s'offrir à toi. Elle se sent tellement mal de te planter comme ça qu'elle a payé pour que je t'offre mon tout nouveau forfait, vengeance incluse, qui est quand même dispendieux, alors c'est une belle attention de sa part. Dans le fond, pour évacuer ta peine et ta colère, t'as le droit de me donner un bon coup de poing. T'as le droit de te venger sur moi, de là le nom vengeance incluse. Si jamais tu sais pas encore comment tu te sens, je peux revenir plus tard, dans un délai raisonnable, bien sûr. Lorsque j'eus terminé, mon destinataire resta figé et muet comme un mannequin en polystyrène de magasin de vêtements. Son cerveau courait à 1000 à l'heure. Fit le tour du monde 3 fois, puis revint se loger au creux de son crâne. Je n'étais pas certain qu'il avait bien compris ce qui venait de se passer. Il finit par briser le silence avec une question. « Elle est partie en Afrique? » Précisément.
lui confirmai-je. Moment de silence. Elle va pas venir? Ça ressemble à ça, désolé. Elle t'a payé pour me le dire, me questionna-t-il encore incertain. Généreusement en plus. Comme je t'ai dit, elle a aussi déboursé pour le forfait vengeance incluse, qui te donne le droit de te venger. T'es un tordu, me cracha-t-il, de la colère dans la voix. Je fais ma job. C'est ça ta job? Détruire la vie des gens? Articula-t-il à peine, la mâchoire de plus en plus serrée. Je sentais sa rage progressivement augmenter. S'il était pour profiter de mon forfait, ça allait faire mal. On peut dire ça comme ça. J'annonce les tragédies que les gens sont trop lâches pour annoncer eux-mêmes. D'ailleurs, voici ma carte, si jamais t'as besoin d'un messager. Je sortis une carte d'affaires de mon portefeuille que je lui donnai amicalement. Il la regarda sans y toucher. Il n'avait, de toute évidence, aucunement l'envie d'être mon ami ni mon client. Ses yeux, tantôt aussi pétillants, étaient rendus des lames pointées droit vers moi. Il savait que je ne mentais pas, que ce n'était pas une blague, que je n'avais rien inventé. Il était assez intelligent pour comprendre le sérieux et la gravité de la situation. « Je te crois pas. Elle va arriver d'un moment à l'autre, » tenta-t-il de se convaincre lui-même. « Ça m'étonnerait. En fait, non, pas du tout. Elle est partie pour de bon. Je te garantis. Fais ton deuil, plus vite tu vas l'oublier, plus vite tu vas guérir. » Je remarquai que ses mains tremblaient. Sa posture, tantôt si assurée et confiante, s'affaissait à vue d'œil. Il passait d'un lion fier et grand à un ver de terre rachitique et tristement résolu. J'étais habitué. Ce n'était pas mon premier. En 20 ans de carrière, j'avais eu le temps d'en voir de toutes les sortes. Il forma un point solide avec sa main et reposa son attention sur moi. Ça fait 3 ans qu'on se parle de se marier. Puis elle calisse tout cela sur un coup de tête. Comme je t'ai dit, elle a toujours rêvé de visiter l'Afrique. C'était bien avant de te rencontrer, tu devrais le savoir. Elle a décidé de suivre ses rêves, voilà tout. Puis peut-être qu'en revenant, elle va t'écrire et vous pourrez recommencer là où vous en étiez. Suggérai-je gentiment. Le mariage est annulé, désolé. L'amoureux prit une grande inspiration afin de se calmer, mais rien n'y fit. Je vis dans son visage une envie fantastique de me faire mal. « Veux-tu profiter du forfait vengeance incluse ?» demandai-je poliment. « J'ai le droit de te casser la gueule, c'est ça le deal? »« Juste un bon coup de poing, pas plus. » clarifiai-je. Il s'approcha de moi et me domina du haut de ses 6 pieds quelque chose. Ses biceps étaient aussi gros que mes cuisses et son cou aussi large que ma tête. J'étais plutôt grand, mais ma silhouette était celle d'une échalote. Si tel était son désir, il pouvait me broyer tous les os. Il eut la gentillesse de me prévenir. « Le coup va être pas pire fort. Ma vengeance sera drette au milieu de ta crise de face de marde. » Je fermai les yeux et me préparai mentalement à l'impact. Tout à coup, et peut-être un peu trop tardivement, je commençai à douter de la pertinence du forfait vengeance incluse. J'ai croisé les doigts et prié pour le meilleur. Au moins, j'étais au bon endroit pour une prière. Une église. Le coup décolla si vite que je n'eus pas le temps de comprendre. La douleur me percuta violemment et vibra jusque dans mes orteils. En un instant, je me retrouvai étendu au sol, le visage en trempait dans une petite flaque de sang. Le plancher était glacial, mon sang était chaud. Quelques personnes dans la foule accoururent m'aider. J'entendis quelqu'un appeler en panique une ambulance. Les images, les sons et les odeurs disparurent graduellement pour ne laisser place qu'au néant noir et infini de l'inconscience. Je me sentais perdre connaissance. Si j'étais en train de mourir, au moins c'était dans une église, me rapprochant déjà un peu plus du paradis que je doutais pouvoir mériter. Scène 2. Le rendez-vous manqué. Ça devait faire peut-être bien 10 ans qu'une femme ne m'avait pas touché et que je n'avais pas touché une femme. Le travail de messager monopolisait toute mon attention, mon temps et mon énergie. Ce n'était que récemment que j'avais osé entreprendre le fantasme, le concept fabuleux et inaccessible de trouver une compagne. Est-ce que je cherchais l'amour? J'en avais aucune idée, mais j'étais tanné d'être seul. J'étais aussi fatigué de ne penser qu'à moi, moi-même et moi seul tous les jours. J'avais envie de cuisiner pour quelqu'un, de faire des massages et d'en recevoir en retour. Je cherchais une demoiselle à gâter à Noël, à la Saint-Valentin et à Pâques. Est-ce que j'étais prêt pour tout cela? J'en avais vraiment aucune idée. Je me disais que j'allais au moins essayer, quitte à me faire mal au passage. Au fond, peut-être que oui, je cherchais l'amour. Véronique. J'entrai dans le restaurant, et presque aussitôt, un jeune garçon en uniforme blanc immaculé et à la peau parfaitement lisse m'accueillit.
Son sourire était légèrement plastique et sa posture un peu trop rigide. J'eus envie de lui dire de se détendre. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous une réservation? » me questionna-t-il avec infinie politesse. « Bonsoir, jeune homme. Au nom de Simon. » Il consulta son cartable. « Tout à fait, Simon. 19 heures, pour 2 personnes. »« Je suis en avance, m'excusai-je. »« Sans problème. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Il trottina avec grâce jusqu'au fond du restaurant où je le suivis. Il me désigna une mignonne petite table parfaitement située, ni trop près des autres clients, ni trop isolée. « Voilà pour vous, monsieur. Je m'appelle Guillaume et ce sera moi votre serveur pour la soirée. De l'eau? S'il te plaît. » Il quitta en glissant et revint quelques instants plus tard avec un verre d'eau qu'il posa avec grâce sur la table. « Merci. »« À votre service, monsieur. N'hésitez pas pour quoi que ce soit, » me déclara-t-il, toujours aussi poli. « Merci, Guillaume. Je crois que ça va être une belle soirée. »« Une demoiselle? » ?»« Comment t'as deviné? »« Votre eau de toilette. Ce n'est pas un parfum à mettre pour rencontrer sa grand-mère. La muscone est très présente. Paco Rabanne? »« Fort, très fort. T'es un petit vite, toi. » Il sourit, se courba jusqu'à s'en briser le dos, puis disparut à nouveau. Je consultai ma montre. J'étais beaucoup trop en avance. Il était 18h30 et l'heure officielle du rendez-vous était à 19h. Il me restait au moins 30 minutes d'attente avant son arrivée, que j'anticipais avec impatience. Nous nous étions rencontrés 1 mois plus tôt, via une application servant exactement à cela. Elle avait aimé mon profil et j'avais aimé le sien. Est-elle aussi belle en vrai? Sera-t-elle aussi gentille que durant nos conversations digitales? Moi, suis-je aussi beau que sur mes photos? J'étais envahi de questions et de doutes. Je ne voulais tellement pas la décevoir. J'avais senti une connexion dès les premiers échanges et j'espérais que c'était réciproque. Elle avait une excellente répartie et ses blagues me faisaient beaucoup rire. Même par texto, à travers le téléphone, elle avait le don de me faire cramper. Je pris une grande inspiration, puis une encore plus grande expiration. Je sentis mon cœur graduellement ralentir. Calme-toi, respire. Le stress fait jamais bonne impression. Je continuai de respirer lentement ici pendant plusieurs minutes afin de stabiliser mon corps, ma tête et mes émotions. J'étais si fébrile que certains clients du restaurant me fixaient avec inquiétude. À moins qu'ils ne m'aient reconnu comme étant le messager du malheur. Probablement. Le temps passa et bien vite il fut 19h, enfin. Le stress commençait à laisser place à l'excitation. Vais-je faire l'amour ce soir même? Sûrement pas, au fond. Au fond, peut-être. En fait, pourquoi pas? J'ai fixé la porte du restaurant comme un lion fixe sa gazelle. Elle devait y apparaître d'un instant à l'autre. J'ajustai ma cravate et j'ai vérifié mon haleine. Calme-toi, respire. 19h10. Toujours aucun signe de Véronique. 19h15. Toujours aucun signe de Véronique. 19h20. Toujours aucun signe de Véronique. J'ai commencé à être légèrement anxieux. Un retard de 5 minutes était la norme. Un retard de 10 minutes était un tout petit peu mal poli. Un retard de 20 minutes était mauvais signe. À 19h23, Guillaume, le serveur bien trop parfait, vint me voir et remplit mon verre d'eau pour la énième fois. « Elle est en retard? » demanda-t-il plutôt indiscret. « Elle devrait bientôt arriver. » À 19h25, j'ai décidé de la texter. « Salut, je suis au restaurant, je t'attends, bonhomme sourire. » Aucune réponse. Le texto s'affichait comme étant envoyé, mais non lu. À 19h30, j'ai décidé de l'appeler. La sonnerie retentit 6 fois, puis au 7e coup, elle décrocha. « Salut. » Son ton de voix m'inquiéta. Elle ne semblait pas aussi amicale qu'à notre dernier appel, ni aussi joyeuse. « Salut, ça va? Je suis au restaurant, tu t'en viens? » demandai-je faussement nonchalant afin de dissimuler ma torture intérieure. Silence. Elle ne répondit pas. « Allô, t'es là? »« Fabrice Poulion, ça te dit quelque chose? » m'interrogea-t-elle bêtement. Ce nom ne me disait que vaguement peu. J'aurais sûrement trouvé si j'avais fouillé ma mémoire. J'ai décidé de mentir et de voir la suite. « Non, ça me dit rien du tout, ça devrait? » Silence au bout de la ligne. J'arrivais à sentir sa colère dans sa voix, sa respiration et même son silence. Rien n'allait plus. « T'es un enfant de chienne, » me juria-t-elle à travers l'appareil. L'insulte me coupa le cœur comme un katana. Venant de la part de Véronique, c'était insupportable à entendre. Je croyais qu'elle m'aimait bien, mais qu'est-ce qui se passe? Donc comme ça, c'est toi le messager du malheur. Fuck. Ça fait quoi? Demandai-je mollement, faisant semblant de m'en foutre. T'es vraiment un connard. Tu m'as menti.
Je t'ai pas menti, j'ai juste pas tout dit. Je mentais à nouveau. Je lui avais effectivement fourni un mensonge bidon lorsqu'elle m'avait interrogé sur la nature de mon travail. Je lui avais dit que j'étais photographe animalier, justifiant ainsi mon horaire de travail extrêmement irrégulier et mon excellent salaire. Bullshit. Bullshit, lut-elle dans mes pensées. Fabrice Poulion, ça te dit vraiment rien. Je n'eus pas le courage de fouiller mon cerveau et de retrouver à qui correspondait ce nom. J'ai décidé d'attendre qu'elle me le dise. Non. T'es vraiment un sale enfant de chienne, c'est mon frère. Et alors? Il s'est suicidé après que tu y aies annoncé qu'il avait perdu sa job. Merde. Fuck. Zut. Je suis désolé, sincèrement. Shut up, t'en as rien à foutre. Sinon tu pourrais pas faire ce job-là. J'ignorais si elle avait tort ou raison, mais le commentaire me poigna le cou. J'étais sûrement cela, un enfant de chienne. Combien de vies ai-je détruites? J'ai tenté de me souvenir de Fabrice Poulion, paix à son âme, mais en vain, ce qui ne fit qu'alimenter ma sensation de culpabilité. Comment tu sais que c'est moi le messager du malheur? Quelqu'un te l'a dit? Je regarde les nouvelles. T'es passé au téléjournal hier. Ça a l'air que t'as annoncé à des locataires que le bloc au complet était rempli de coquerelles. Vraiment gentil de ta part, me dit-elle, sarcastique. Je suis juste le messager, c'est pas de ma faute. Tentai-je de me justifier. Va te lancer en bas d'un pont, me frappa-t-elle. Tu vaux rien, personne t'aime, tu fais juste chier tout le monde, personne t'aime et t'aimera jamais. Ses propos étaient méchants, mais vrais. Personne ne m'aimait. Je n'avais pas d'amis, pas de copines et pas de famille. Les gens s'éloignaient de moi et me fuyaient comme la peste. Je pensais que toi, tu m'aimais au moins un peu, lui avouai-je, vulnérable. Mon frère est mort par ta faute, comment je pourrais t'aimer? Bonne question. Elle raccrocha d'un coup sec sans me laisser le temps de m'expliquer ou de me défendre. J'aurais aimé qu'elle n'apprenne jamais que j'étais le messager du malheur. J'aurais encore plus aimé que son frère n'ait jamais été un de mes destinataires. J'aurais aimé que tout se passe bien. On aurait vécu un conte de fées, une magnifique histoire d'amour. Peut-être. On ne le saura jamais. Je rangeai mon cellulaire dans ma poche de veston et pris une longue gorgée d'eau afin de camoufler ma tristesse devant les autres clients. Je fis signe à Guillaume de venir me voir. Il se téléporta à ma droite. « Tout va bien, monsieur? » Elle viendra pas finalement. Tiens, voilà pour toi. Merci pour ton excellent service. Je tendis un billet de 20 $ au jeune garçon, qui fut surpris par la donation. Mais non, monsieur, vous n'avez rien mangé ni rien commandé. Vous ne me devez rien du tout. J'ai jamais manqué d'eau, tu me fuis pas. Tu le mérites amplement. Le jeune prit le billet, le glissa dans sa poche et me remercia d'un signe de tête. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas manger? Notre crème aux anguilles est excellente. Vous devez avoir faim, m'encouragea-t-il. Merci, Guillaume, mais je crois que je vais rentrer chez nous. Je vis dans ses yeux de l'empathie. Je comprends. Le monde n'est pas toujours facile, me dit-il, bien en dehors de son rôle de serveur. Il avait raison. Non, bien vu. Mais la haine, elle, est très facile. Je me levai et quittai les lieux. Scène 3. Gagne mon cœur. Il était vraiment tard lorsque j'arrivai enfin à ma maison d'Outremont. Les lumières étaient fermées et il n'y avait pas un signe de vie. Comme à l'habitude, je revenais à une chaumière vide et dénuée de mouvement. Même pas un chat pour occuper le silence et déplacer quelques objets. Est-ce pour ça que je cherche l'amour, pour ne plus être seul dans le noir? En pénétrant, je choisis de ne rien allumer sauf l'écran plat du salon. Je parcourus son menu à la recherche de ma série préférée du moment, Gagne mon cœur. Une télé-réalité très accessible à tous les quotients intellectuels, surtout les plus bas. Les garçons devaient tenter de, et réussir à, séduire des demoiselles déjà en couple, mais dont la demande en mariage tardait à venir. Prémisse simple, stupide, misogyne même, mais efficace. Je me dégotai un sac de croustilles dans l'armoire et une bière dans le frigo, puis posai mes fesses sur le sofa, bien en face du panneau OLED 4K. Le système de son ambiphonique m'avait coûté une fortune et augmentait la qualité de l'expérience de plusieurs crans. Je n'étais pas peu fier de mon prestigieux assemblage cinéma-maison, même si personne d'autre que moi n'en profitait. J'ai débuté l'épisode avec anticipation. Est-ce que Josh va réussir à embrasser Caroline? La plupart des gens disaient que non, il n'allait pas réussir à gagner son cœur. Moi je disais que oui, ils allaient vraiment bien ensemble. Ça paraissait, à la manière dont ils se regardaient, que la chimie était bien là. Ça se sentait à travers l'écran, ça se rendait jusque dans le salon des gens. Josh et Caroline allaient si bien ensemble, alors pourquoi pas? Beaucoup de mots pour si peu de sens.
Si peu de vérité. Pourquoi j'écoute cette merde? Je perds mon temps. J'avais de la vaisselle et du lavage à faire. J'avais de la paperasse à comptabiliser, du recyclage à sortir et des poubelles à vider. J'avais aussi besoin de prendre une douche. Une fois l'épisode fini, sans un baiser entre Josh et Caroline, j'ai fermé la télévision et m'employais aux tâches. Même sans amour, la vie suit son cours. Pour la énième fois, en pliant mon linge propre, je pensais à Véronique. Je trouvais dommage la manière dont s'étaient déroulées les choses, même si ça ne me surprenait pas. En fait, je me demandais pourquoi ça n'était pas arrivé plus tôt. Elle avait pris beaucoup de temps à me reconnaître. Elle ne devait pas écouter les nouvelles très souvent, ni surfer les réseaux sociaux, parce que mon nom et mon visage y passaient souvent, toujours associés à des histoires d'horreur. Certains boulots étaient si tragiques et avec des conséquences si intenses que ça faisait la manchette des nouvelles. Comme lorsque j'avais annoncé à plus de 200 personnes la perte de leur emploi. Le patron d'une énorme corporation avait décidé qu'il n'allait pas porter le poids de ce désastre et que c'était à moi de m'en charger. Il m'avait payé très généreusement pour virer ses employés, dont plusieurs avaient donné leur vie complète à la compagnie. Fabrice Poulion faisait partie des gens virés. Je me souviens maintenant. J'avais tous été les voir en personne, un par un, Fabrice aussi, pour leur livrer la nouvelle. La tâche m'avait pris 3 bonnes semaines et j'en étais ressorti vidé, épuisé et attristé. J'avais reçu des coups, des pleurs, des insultes, des crachats, des menaces et même des câlins. Quelques-uns avaient été très contents de se faire libérer. Lorsque j'avais terminé le contrat, tous les médias s'étaient mis à en jaser. Le messager du malheur frappe encore, l'homme le plus détesté au Québec, ou encore Tyron le messager. J'avais l'habitude de recevoir des mauvais regards ou que les gens s'écartent de mon chemin, mais cet événement décupla ma mauvaise réputation. Les membres de ma famille qui me parlaient encore cessèrent de le faire. Mes derniers amis s'effritèrent et ma fréquentation de l'époque me quitta. En seulement quelques jours, je devins aussi sale qu'un rat, aussi méprisé qu'un intouchable, aussi laid qu'un crapaud et aussi venimeux qu'un serpent. Une caissière à l'épicerie refusa de me servir et son directeur appuya sa décision. Je dus changer d'épicerie et commencer à mettre des costumes afin de rester anonyme. Lunettes fumées, casquette et un masque bleu suffisaient la plupart du temps, mais ceux qui me détestaient pour de vrai me reconnaissaient quand même. Je ne pourrais pas dire combien de cafés, slush, yogourts et smoothies on me lança au visage ou sur ma voiture. J'avais gagné beaucoup d'argent, mais j'avais perdu beaucoup d'autres choses. Je me réconfortais en me disant qu'au moins j'avais fait mon possible pour rendre l'annonce la moins douloureuse possible. J'avais pris le temps de parler doucement et avec compassion à tous les licenciés. Même lorsqu'ils avaient été violents ou agressifs, j'avais pris le temps de leur signifier mes sympathies. Chose que le patron n'aurait jamais faite. Je me disais que ça aurait pu être bien pire. Ils auraient pu se faire virer par courriel ou par vidéoconférence. D'avoir été le plus humain et le plus compréhensif possible fut ma consolation. J'aurais aimé expliquer tout cela à Véronique. J'aurais aimé qu'elle voie que, malgré mon travail en apparence cruel, mon cœur était bon. J'aurais aimé qu'elle comprenne. Lorsque j'eus enfin fini toutes mes tâches, j'ai choisi d'aller directement au lit, le rendez-vous romantique dégénéré m'ayant complètement vidé. J'avais besoin de repos, de relaxation et de calme. Certaines nouvelles me travaillaient les os et je devais prendre le temps de récupérer. Je ne plaçais aucune alarme et m'enlignai pour dormir le lendemain matin. Le messager est absent demain. Fuck off. Scène 4. Le vieillard malade. Il était 4 heures du matin quand mon téléphone sonna et me réveilla violemment. J'en voulus immédiatement à la personne. Seuls les fous appellent à cette heure. L'afficheur n'indiquait aucun nom et le numéro ne me disait rien. C'était sûrement un désespéré à la recherche d'un messager pour annoncer une tragédie dans les plus brefs délais. J'ai failli fermer le cellulaire et me rendormir, mais une petite voix intérieure me dit de faire tout le contraire et de répondre. J'argumentai la voix quelques secondes, mais elle criait bien plus fort que ma raison. J'ai décroché. « Oui, allô? Simon? Simon le messager? » paniqua un homme dans l'appareil. Lui-même. « J'ai besoin d'aide. Je vous avoue que j'étais en train de dormir et je faisais un très beau rêve. J'aimerais y retourner. Pouvez-vous me rappeler dans 4 heures? C'est urgent, il me reste pas beaucoup de temps. » Avec eux, mes clients, tout semblait toujours urgent et dramatique. C'était vraiment épuisant. Certains m'appelaient en larmes, d'autres en colère et d'autres encore, comme lui, à des heures impossibles. « Vous êtes sûr que ça peut pas attendre? » le suppliai-je d'une voix léthargique. « Je vais être dédommagé pour le trouble, j'ai de l'argent. J'ai vraiment besoin d'aide. » Sa voix était rocailleuse et râpeuse. C'était le timbre d'un homme âgé, hésitant et souffrant.
J'ai eu un élan de compassion et j'ai décidé d'abdiquer mon sommeil pour aider ce pauvre dépourvu. Je lui ai donné un lieu et une heure. Rejoignez-moi au Tim Hortons, coin Sainte-Catherine et Saint-Urbain dans une heure. Je peux pas sortir, viens chez nous. Vous pouvez pas sortir? Je suis trop malade. C'est bon, textez-moi votre adresse. Comment on texte? Sa question me laissa perplexe. Il sait pas comment texter? Tout le monde savait texter, même les singes. J'avais déjà vu une vidéo devenue virale d'un dauphin qui textait avec son bec. Avec un peu d'entraînement, même une plante aurait pu savoir texter. J'ai décidé de rester poli et de ne pas lui partager mon étonnement. Je vais noter, faites juste me la dire. Ok, je te rappelle dans 20 secondes. La ligne coupa et l'échange me laissa confus. Il sait pas son adresse? Je me demandais à quel genre de perdu j'avais affaire. Durant mon questionnement, qui dura un bon moment, mes paupières s'alourdirent et je sentis le sommeil me reconquérir. Au moment précis où je retombais dans les bras de Morphée, le téléphone sonna à nouveau. Je rageai intérieurement puis répondis. « Vous avez trouvé votre adresse? » demandai-je à la fois blagueur et irrité. « Yes, 417 rue Lavrèche. »« Noté. »« Tu viens? »« Tantôt, oui. »« Quand? »« Tantôt. » Je raccrochai net, déjà épuisé par le mec alors que la journée n'était même pas commencée. Je regrettais d'avoir écouté mon intuition. Je voulais le rappeler pour annuler, mais encore une fois, la petite voix me suggérait très fortement d'aller voir le monsieur. J'espérais que ce soit un boulot facile, mais payant, et non le contraire, difficile et peu payant. J'argumentais avec moi-même encore quelques instants, puis vins à la conclusion que je n'arriverais pas à me rendormir. Je me levai et commençai ma journée, bien avant que le soleil ne commence la sienne. Je détestais me réveiller tôt contre mon gré. Je n'étais pas devenu messager du malheur pour suivre un horaire strict. Scène 5. Le dépotoir. Le soleil se levait et une odeur nauséabonde émanait du 417 rue Lavrèche. Il était beaucoup trop tôt pour se faire agresser l'odorat ainsi. Visuellement, ce n'était pas non plus beau à voir. La pelouse de la maison était saturée de caca de chien et divers déchets couvraient le peu d'espace qu'il restait. Des sacs poubelles pleins, des fragments de bois cloutés, du vieux bardeau, des pièces de voitures rouillées, au moins 5 tondeuses à gazon décrépies polluaient le terrain. J'eus immédiatement envie de faire demi-tour, retourner dans mon lit et oublier tout ça. Toujours selon les ordres de la petite voix, mes jambes avancèrent sans mon accord et j'atteignis la sonnette. Il n'est pas trop tard pour partir. Au même moment, la porte s'ouvrit et un squelette pâle comme la neige m'accueillit. C'était un homme visiblement très âgé et très malade. Il flottait comme un fantôme dans sa robe de chambre, qui fut autrefois blanche, mais qui était maintenant rendue brune comme la boue. « Bonjour, rentre, m'invita-t-il, content. Je soupirai, puis entrai. L'odeur de merde décupla, avec assez de force pour me provoquer une légère envie de vomir. J'eus de la misère à ne pas prendre mes jambes à mon cou. En entrant, très doucement pour ne pas trébucher sur un déchet, j'observai attentivement les lieux. La totalité de l'espace, autant à l'horizontale qu'à la verticale, était un dépotoir complet et absolu. Des meubles, des outils, de l'équipement de plein air, des vêtements, des livres, des boîtes de carton, des sacs poubelles pleins, de la nourriture, des cadres photos, des produits de lavage, des statuettes de bois et de vieux électroménagers s'empilaient n'importe comment jusqu'au plafond et cachant les murs. Il n'y avait qu'un mince petit couloir qui zigzaguait et formait une vallée à travers les montagnes de cochonneries. Ce microscopique chemin était le seul moyen de circuler à travers les lieux. N'importe qui à peine plus large que moi aurait probablement été incapable de progresser plus loin. J'aperçus des excréments de rongeurs disséminés un peu partout et la taille impressionnante des mouches qui parasitaient chaque mètre cube m'inquiéta. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle dépravation était possible. J'étais subjugué par la taille et la profondeur du désordre qui s'étendait d'un bout à l'autre sans sembler n'avoir de fin ni de limite. Le vieillard progressa vers le creux de la sombre maison en m'indiquant de le suivre. Par pure curiosité du morbide, j'acceptai son invitation et pénétrai plus profondément. Je voulais voir jusqu'où se rendait l'horreur. Je voulais sentir jusqu'où se rendait la putréfaction. La petite voix me dit que ça se rendait vraiment, vraiment loin. Je continuai de le suivre avec difficulté, à travers l'Himalaya d'objets et de déchets en tout genre. Ayant sûrement aperçu le dégoût sur mon visage, l'homme me dit « Excuse le bordel, j'allais faire du ménage. »« C'est pas trop tôt. Vous auriez dû commencer, vous le 10 ans. Ou 20. » Le vieillard sortit un faux rire de sa gorge sèche. Il n'avait pas aimé mon commentaire. Je m'en foutais. Je n'étais pas là pour être son ami, mais son messager.
Après quelques mètres périlleux à franchir, nous bifurquâmes vers la gauche pour atteindre le salon. Je croyais avoir vu le pire, mais le salon était un monstre. Hercule, qui a pourtant nettoyé les écuries d'Augias, aurait fondu en larmes et appelé sa maman devant un tel capharnaüm. Je m'arrêtai sec et décidai de passer immédiatement aux affaires. Donc, vous avez un message à me faire livrer? Pas trop vite, wow, pose tes fesses, voyons. Je vérifiai autour de moi. Il n'existait aucune chaise ni aucune assise dans tout l'endroit. Il voulait que je m'assoie sur quoi? La pile de ski ou la scie à chaîne? Je désirais conclure la business le plus vite possible et déguerpir. Debout, c'est bien parfait. Mon temps est précieux, monsieur, et je coûte cher. Avez-vous un contrat pour moi? Il me faut le nom du destinataire ou de la destinatrice, le message en détail, ainsi qu'une date et une heure, ou un délai pour la livraison. J'ai aussi plusieurs extras qui peuvent s'ajouter comme vengeance incluse, réparation incluse ou mensonge inclus. Vous me comprenez? Tu niaises pas en affaires, toi? J'aime ça, j'adore ça. Tu vas prendre un thé, un café, un scotch? Monsieur... Appelle-moi Rémi. Rémi, je vais être honnête, ça sent tellement la marde que j'ai de la misère à pas perdre connaissance. Si vous voulez discuter, on peut sortir dehors, sinon sautons les politesses, je vous en prie. Son sourire bienveillant s'effaça d'un coup, et je vis dans son regard une profonde déception, avec un soupçon de haine. Cet homme était, de toute évidence, à la recherche d'amis. Il vivait probablement ses journées reclus dans sa crasse malodorante, et personne ne venait jamais le voir, ou seulement quelques rares individus qui avaient pitié de lui. Sa posture rachitique et son regard insistant m'imposèrent de rester. Je suis désolé, j'aurais pas dû le dire comme ça. Je suis fatigué et j'ai de grosses journées. Je vais prendre un thé, merci. Ses yeux se rallumèrent d'un coup, accompagnés d'un grand sourire. Le peu de dents qui lui restait était noir et croche. Sa langue était saturée de dépôts en tout genre. Il s'étira et saisit une vieille bouilloire en métal rouillé perchée au sommet d'une pile d'ordures. Je regrettai immédiatement ma décision. Je me demandais d'où allait-il sortir le sachet de thé. J'ai décidé de regarder ailleurs afin de ne pas le savoir. C'est une belle maison que vous avez. Elle nécessiterait un peu d'entretien, mais la maison elle-même est chouette. Vous êtes ici depuis longtemps? Demandai-je pour meubler le silence. Il ne répondit pas. J'attendis un court instant, puis me tournai pour voir s'il était toujours là. Ou toujours vivant. Il était plié en deux, à moitié enfoncé dans un amas de linge. Je ne voyais plus sa tête ni son torse. 2 secondes, je cherche le thé. Je jurai de ne plus jamais dire oui à un thé. Je fis marche arrière. Vous savez quoi, je viens de me souvenir que j'étais allergique au thé. Calice. Puis j'ai oublié d'éteindre le moteur de ma voiture. Rejoignez-moi dehors. J'espérais qu'il soit assez crédule pour croire à ces mauvais mensonges. Peu importe, je me dirigeai vers la sortie sans attendre sa réponse. Oui, c'est bon, j'arrive, entendis-je loin derrière. Une fois dehors, l'air pollué de Montréal me rafraîchit les poumons comme le sable brûlant de la plage rafraîchit les pieds qui sont passés au feu. Je retrouvai graduellement mes capacités motrices et intellectuelles, le sang revenait à mon cerveau. Je respirai profondément. Quel malchanceux vieillard. J'attendis patiemment que l'homme fragile me rejoigne sur le balcon. Je le jure, j'entre plus jamais dans cette maison. Après un bon moment, il surgit de l'intérieur et apparut devant moi, prêt à s'effondrer de fatigue. « Ça va? Besoin de quelque chose? » demandai-je poliment. « Vous avez pas l'air bien? »« Tout va bien, je suis pas encore mort. »« Écoutez, je peux revenir une autre fois si vous voulez. Ça semble pas être le meilleur moment, puis parfois il vaut mieux... C'est ma fille. Je dois lui dire. » m'interrompit-il. L'air devint plus lourd, plus chargé. L'homme devint tout à coup très sérieux. Lui dire quoi? Que je vais bientôt mourir. Il me reste 1 mois maximum. J'avais eu à annoncer un paquet de choses durant ma carrière de messager, mais jamais une annonce d'un futur décès. C'est une première. Je sentis un énorme poids s'installer dans le creux de mon cœur. Il avait l'air sérieux, terriblement grave et en détresse. J'eus un mouvement d'empathie. Vraiment navré. Merci. Vous voudriez pas lui dire vous-même? C'est quand même important. C'est votre fille. Elle aimerait mieux l'entendre de votre bouche, je crois. J'ai aucun moyen de la rejoindre. Je sais pas où elle vit ni où elle travaille. Je sais rien pantoute. Ça fait longtemps qu'elle me parle plus. Un homme affaibli, malade et isolé, qui désirait rejoindre sa fille avec laquelle il avait de la misère à communiquer. Dommage. J'ai tenté de négocier. Je peux établir la communication entre vous, lui dire que vous avez besoin d'elle. Ultimement, je peux lui annoncer votre futur décès si vraiment vous le souhaitez. J'aimerais mieux pas, mais à vous de voir. Dis-lui tout. Dis-lui que je suis malade, c'est bientôt la fin. L'homme soupira et fixa le sol, visiblement gêné et humilié d'être en si piteux état. Si c'est pas trop indiscret, de quoi souffrez-vous? Il continua de fixer le sol sans rien dire. Je suis désolé, pas besoin de me le dire. J'ai le cancer. Le grand ennemi en sait.
Celui qui ravage des familles complètes. Celui qui fait perdre espoir, déprime et démotive. Celui qui nous rappelle que la mort n'est jamais bien loin. Les habitants de l'Égypte antique avaient un remède pour absolument tout sauf le cancer. C'est un ravageur plus puissant que la foudre de Zeus. Partout où il passe, la tragédie s'ensuit. Les larmes et les regrets. Ouch, pauvre lui. C'est avancé, je vais jamais guérir, conclut-il d'une voix douce. Je dois l'annoncer à votre fille? Oui, dis-lui que j'ai besoin d'elle, que je m'excuse. Je m'excuse comme ça n'a pas de bon sens. Dis-lui que je me rends compte maintenant à quel point il n'a pas été correct. Vous avez pas été correct? Tentais-je d'en savoir plus. Je fais bien des erreurs. Faut qu'elle me pardonne. J'ai hoché silencieusement de la tête. Compréhensif, mais pas vraiment. Je n'avais pas d'enfant, ni de sœur et ni de frère. Alors c'était difficile pour moi de concevoir sa douleur. Toutefois, en regardant dans le creux de ses yeux, j'arrivais à y goûter. Comment elle s'appelle? Ma fille, Colombine Bisson. Il sortit une photo Polaroid de sa robe de chambre et me la présenta très doucement, comme si ce fût un diamant inestimable. C'était une photo d'une jeune demoiselle en gilet de sauvetage à bord d'un canot sur un lac paisible. Les traits étaient flous, mais on arrivait à discerner un visage. Sourire généreux aux dents blanches, grands yeux pétillants pleins de vie et cheveux ondulés d'un noir intergalactique. De toute évidence, une très belle demoiselle. Sur l'image, elle devait avoir une vingtaine d'années. Elle regardait vers l'appareil en même temps d'échapper sa canne à pêche à l'eau. J'ai pivoté le papier plastifié et regardé à l'arrière. 19 octobre 2010. C'est la dernière fois que je l'ai vue, m'informa-t-il. En 2010, ça fait un bout. Elle doit vous manquer. T'as pas idée, je pense à elle tous les jours. J'inclinai la tête, profondément respectueux. Et vous avez vraiment aucun moyen de la rejoindre? Manquis-je. Non, pas en tout. J'ai essayé de l'appeler, mais elle a changé de numéro. J'étais choqué. Ça faisait plus d'une décennie qu'il n'avait pas vu sa fille. J'ai décidé de ne pas fouiller plus loin et de respecter sa peine. L'avez-vous cherché sur les réseaux sociaux? Je suis pas là-dessus, à toi de le faire, me déclara-t-il tel un prince. Sa directive me piqua. Vous savez, je suis messager, pas détective privé. Tu vas sûrement la trouver en 2 secondes, ça change rien pour toi. D'un côté, il n'avait pas tort. Il était possible que je la trouve en seulement quelques heures. Son nom unique, Colombine Bisson, n'allait pas faire sortir 1 million de résultats. Cependant, ce n'était pas du tout mon boulot de retrouver des gens perdus ou éloignés. La mission m'énervait un peu. Je le regardai un instant afin de le soupeser. En vaut-il la peine? Devrais-je lui rendre ce service? Il avait l'air si triste et seul, j'eus pratiquement envie de le serrer dans mes bras. Je sortis mon cellulaire de mon veston et pris en photo l'image de la jeune fille. Je lui redonnai doucement et avec soin le cliché qu'il m'avait tendu. Donc pour résumer, je trouve Colombine Bisson, votre fille. J'y annonce que vous êtes gravement malade et qu'il vous reste que quelques temps à vivre. Je lui dis aussi que vous aimeriez lui parler, que vous avez besoin d'elle, c'est ça? Drette ça, me garocha-t-il en regardant toujours au sol. J'ai inspiré un bon coup. Certaines nouvelles étaient définitivement plus pesantes que d'autres. Vous savez, cette livraison va coûter cher. Pour retrouver votre fille et lui dire que vous allez bientôt mourir, ce sera au moins 1000 $. L'homme poussa un petit rictus moqueur. J'ai l'argent, tout va bien. Tu veux un chèque tout de suite? M'offrit-il en relevant le menton. C'est correct. Certain, ça me dérange pas. Bien certain. Laissez-moi d'abord la trouver, gardez votre téléphone proche, je vais vous appeler quand c'est fait. Je lui tendis ma main droite afin qu'il la serre et qu'on officialise le contrat. Il y posa la sienne très mollement, avec l'énergie d'un petit enfant apeuré. Elle était moite, froide et sûrement pleine de bactéries. Nous nous serrâmes la pince en nous regardant droit dans les yeux. Dans les siens, je ne vis aucune lumière ni aucun brillant. Sans plus réfléchir, j'ai commencé à descendre les marches du perron pour quitter les lieux et regagner ma voiture. « T'es le meilleur messager !» me lança-t-il depuis le cadre de la porte d'entrée. « Je suis surtout le seul », lui renvoyai-je. Je lui fis un signe de tête en guise d'au revoir, puis accéléré le pas, hâtif de partir. Ce vieux a clairement besoin d'aide. Je me retournai pour l'observer une dernière fois. Il trébuchait en essayant d'entrer dans sa maison.